Non, mais après, quand tu vas commencer, après, c'est sur le site Saint-Michel-sur-Rhône, oui. Après, sur le site, vous pouvez voyez, mais soit je prends des photos, comme je fais pas tout Michel, soit j'écoute. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc on a le plaisir d'accueillir Claire Robert qui a bien voulu venir ce soir. Elle va nous parler de l'écologie enchantée de George Sand. Et Claire est docteure en littérature et civilisation française. Donc elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi ce thème. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci Laurie. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je voulais déjà remercier l'Université populaire pour son invitation. C'est pas comme si je connaissais pas Michel et Orny, ça faut tout de suite que je vous le dise, mais enfin. Donc en tout cas, je les remercie, ainsi que Michel. Et j'ai un petit peu changé le titre. Mon exposé aujourd'hui, ce sera de Nohant à Fontainebleau, le jardin planétaire de George Sand. Donc je voulais simplement au départ me présenter un petit peu quand même. J'habite à Chamarandes, mais j'ai un attachement particulier à Saint-Michel-sur-Orge. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai passé ma petite enfance au Bois des Roches, donc à 2 pas de cette salle en fait. Et dans ce paradis d'enfance, qui avait quand même une drôle de tête, je trouve, mais enfin bon, il n'y avait pas tellement de pommiers, mais en tout cas, il y avait un petit bois et des roches. Et il n'y avait pas n'importe quelle roche, puisque ce sont des roches de grès. Et j'ai plaisir à penser que ces rochers sont un peu comme un petit morceau de Fontainebleau tombé dans le bois de mon enfance. Et oui, c'est la continuité du massif de Fontainebleau. Et voilà, et on dirait que ce grès me suit, puisque à Chamarandes, où j'habite maintenant, et dans la vallée de la Juine, où je suis depuis longtemps, il y a ces mêmes bois et ces mêmes roches gréseux. Donc j'y vois comme un clin d'œil, bien sûr, à mes artistes écolos du 19e. Alors je vous ai mis un petit diapo. Je vous laisse deviner si c'est à Fontainebleau ou à Chamarandes. Je donnerai la réponse plus tard. Tout à fait. Mais vous êtes d'accord que c'est un petit air de Fontainebleau? Oui, mais la terre, c'est... Ah, tout à fait. Je vois qu'il y a des spécialistes. Donc je suis contente aujourd'hui de parler de George Sand, qui est une écrivaine qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et surtout de vous parler d'une facette peut-être un peu moins connue de cette figure du 19e, dont on commence à réaliser en fait la portée, notamment sur le plan de l'écologie. Alors avec 200 ans de retard, parce que vous allez comprendre, c'est nous qui sommes en retard. Donc je me suis intéressée assez tôt au rapport entre les hommes et la nature. Ces rapports me semblaient tout à fait problématiques. Et j'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à me passionner pour l'écologie et à ses différentes facettes. Donc l'écologie politique, et puis ensuite le jardinage, l'agroécologie, et puis l'écologie culturelle, et pourquoi pas scientifique, dans la limite de mes capacités, puisque je suis une vilaine littéraire. Et en 2000, je visite l'expo manifeste de Gilles Clément. Je ne sais pas si vous connaissez cette exposition, qui s'appelle Le Jardin planétaire, d'où mon titre. Et son propos est le suivant: la Terre est comme le jardin, un espace clos et fini, que l'homme, en bon jardinier, doit ménager. Cette exposition me marque et constitue en quelque sorte un premier jalon à ma quête. Pendant une dizaine d'années, je mène des recherches sur les racines de l'écologie dans la littérature, et en 2008, je soutiens donc à la Sorbonne une thèse sur les écrivains pionniers de l'écologie au 19e. Une thèse que vous pouvez consulter pour les plus courageux, parce qu'elle est quand même assez copieuse, sur HAL. Donc HAL, H-A-L, c'est une plateforme où on peut déposer les résultats et les travaux de ces recherches. Et c'est en libre accès, et sinon, elle est aussi sur la table, mais je la laisserai peut-être pas.
Merci Michel pour ce spectacle. Merci. Et donc, au cours de cette recherche, j'ai très vite croisé George Sand. Elle est devenue l'un des 4 piliers de ma thèse, aux côtés de l'historien romantique Jules Michelet, du géographe anarchiste Élisée Reclus et du dessinateur caricaturiste Albert Robida. Ces 4 personnes, en fait, traversent de part en part le 19e et montrent un peu comment se fait l'éveil à l'écologie. Alors, je vous propose, si ça marche, voilà, donc j'ai mis un petit peu ce que je vous présentais dans cet avant-propos. Il n'y aura pas 10 avant-propos, hein, n'ayez pas peur. En fait, je voulais juste vous dire pourquoi j'avais fait cette thèse. D'abord parce que j'étais convaincue que la sensibilité à la protection de la nature ne datait pas d'hier, qu'elle existait bien avant le XXe, et d'autant plus avant le XXIe, et qu'elle existait déjà chez des écrivains, et les écrivains notamment romantiques français, et ceux particulièrement qui héritent de Jean-Jacques Rousseau. Et aussi, il me semblait qu'il fallait ajouter un 3e volet à l'écologie. On parle beaucoup d'écologie sous l'aspect de la science, bien sûr, c'est aussi un courant politique, évidemment, mais l'écologie, c'est aussi une sensibilité à la nature. Et je voulais donc ajouter un 3e volet, littéraire et culturel, pour en fait actionner un levier supplémentaire dans une démarche plutôt militante. Et le 19e, pourquoi le 19e ? Ça peut paraître un peu anachronique de parler d'écologie au 19e, mais c'est justement un siècle de très grands bouleversements. Et c'est là où les rapports en nature vont être modifiés très profondément. On peut parler, il y a plusieurs raisons à cela. La mise en place de la société industrielle et capitaliste, l'essor des sciences, des techniques et des machines, l'utilisation des nouvelles énergies, notamment le charbon, puisque c'est une énergie qui n'est plus renouvelable, et donc c'est un fait inédit en fait. Le développement des transports avec le chemin de fer en tête, et puis la naissance du tourisme moderne, et puis des grandes cités, à l'image de Londres à l'époque, et puis avec l'apparition des premières pollutions, qui à l'époque bien sûr s'appelaient les miasmes. Donc ces transformations qui affectent les milieux naturels et les paysages ne manquent pas de créer des réactions chez les savants, chez les philosophes, chez les écrivains. Et parmi ces voix qui s'élèvent, celle de George Sand, en 1873, elle prévient ses contemporains, elle leur dit « Car il est temps d'y songer, la nature s'en va ». Ça, c'est un geste que je vais faire souvent. J'en suis désolée. Alors, qui est George Sand ? Bon, je pense que vous la connaissez, bien sûr. C'est quand même une figure très importante de la littérature, mais on peut se redire quand même entre nous quelques points très importants sur sa vie. Elle est née en 1804, donc tout au début du 19e. Elle a une double origine sociale, puisqu'elle est issue à la fois du peuple par sa mère et de l'aristocratie par son père. Et elle perd très tôt son père, elle a 4 ans quand elle perd son père qui fait une chute de cheval à la Châtre. Et c'est sa grand-mère, Madame Dupin de Franqueuil, qui va assurer la garde et l'éducation de Aurore. Donc c'est Aurore Dupin. Elle est mariée à 18 ans avec Casimir Dudevant. Ce mariage s'avère rapidement un désastre. Et elle décide de reprendre en main sa vie. Et elle a déjà 2 enfants quand elle décide de le faire. Et elle s'échappe, comme on le sait, avec son amant à Paris. Et elle réalise très vite son rêve de devenir journaliste et écrivain en écrivant ce premier roman qui sera un grand succès, qui est Indiana. Alors on connaît l'histoire pour Sand, bien sûr, pour vivre la même vie que les artistes hommes. Elle porte des pantalons sur autorisation spéciale, elle fume la pipe, et puis elle signe bientôt ses romans de George Sand. Donc George, c'est le prénom féminin de Georges, avec un S, et c'est le diminutif de son amant Sandeau. Donc elle prend le nom de Sand. Donc il faut se rappeler que Sand, au XIXe siècle, devient très vite une star. Elle a d'ailleurs gagné beaucoup d'argent avec ses livres. On oublie souvent de le dire. Son ami Charles Duvernet estime qu'elle aurait gagné à peu près 2 millions de francs avec ses écrits, ce qui est quand même pas rien pour l'époque.
Son œuvre est immense. Michel Perrault, sa biographe, a compté 180 livres et 40 000 lettres. On lit ses romans dans tous les milieux sociaux et certaines femmes la lisent en cachette. Des cuisinières, des bonnes, mais aussi des bourgeoises. Elles lisent notamment Indiana ou Léa, qui sont des romans d'émancipation, bien sûr, pour les femmes. Alors, on réduit trop souvent George Sand à des clichés, à ses aventures avec ses amants, à ses romans champêtres qu'on voudrait un peu mièvres, et puis à cette bonne dame de Nohant dans sa maison de Nohant qu'on représente souvent. Mais je pense qu'au fond, si on devait résumer un petit peu, je pense que George Sand faisait surtout très peur. En fait, c'est une influenceuse, comme on dirait aujourd'hui, et une influenceuse du genre assez dangereuse, puisque c'est une femme émancipée, c'est une écrivaine célèbre qui vit de son métier, c'est une icône populaire, et c'est une femme d'engagement politique. Et puis, nous allons le voir, c'est selon moi une des premières figures écoféministes. Donc j'ai choisi de vous parler de cette autre facette de Sand. Je vous ai mis une photo. C'est le dessin de Musset en 1833, donc elle est très jeune, Musset aussi, et j'aime assez ce dessin, qui est assez peu, qu'on trouve un peu moins que les images de Sand plus âgées. Donc cette autre facette dont je voudrais vous parler, de George Sand, elle puise son inspiration à Nohant. Voilà. Donc Nohant, tout le monde connaît peut-être, ou peut-être pas. La maison en tout cas est assez connue. Mon père la reconnaît puisque c'est lui qui est à gauche ici. C'est lui. Donc Nohant est vraiment au cœur de la vie de George Sand. On peut dire que tout commence et tout finit à Nohant. Elle découvre le domaine à l'âge de 4 ans et c'est un endroit où elle va découvrir la vie de la campagne, elle va travailler avec les métayers du coin, elle va courir les bois, elle va se baigner dans les rivières et de tout ça, elle va garder un goût vraiment très intense pour la nature. Et puis on peut dire que Nohant, c'est quand même le lieu où elle a vécu une très grande partie de sa vie, sinon toute sa vie. Elle a bien sûr vécu aussi à Paris. Elle a même eu des périodes où elle allait de Paris à Nohant, comme feraient aujourd'hui des slasheurs, si vous connaissez ce terme, des gens qui travaillent à 2 endroits. Mais on va dire que globalement, elle a surtout vécu à Nohant. Et il faut dire aussi que Nohant, c'est le fruit d'un combat, puisqu'elle a dû se battre pour récupérer ce domaine dont elle a hérité de sa grand-mère. Et au moment du divorce, elle a donc réussi ce tour de force, elle a gagné son procès, elle a récupéré son domaine et elle a notamment aussi réussi à avoir la garde de ses 2 enfants. Donc c'est en femme libre qu'elle reprend possession de Nohant en 1836. Alors ça fait un peu du bien de voir un jardin dans une salle un peu noire, je trouve. Un peu de vert, c'est pas mal. Alors on parle souvent de Nohant de la maison, mais rarement de son jardin. Or le jardin de George Sand était très important. D'abord il fait 5 hectares, ce qui est quand même déjà un assez grand jardin. Et il est comme un fragment de cette région qui est donc le Berry, dans la vallée Noire. Il a des recoins, des allées ombragées, un petit bois. Et puis c'est un endroit où George Sand y a passé un temps infini. Et on ne dit pas assez, ses agendas et sa correspondance en témoignent, elle y est dès qu'elle peut en fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle écrit en 1845 à une amie parisienne, elle lui dit « Je vis plongée dans le travail de la campagne, je ne rentre à la maison que pour dîner, et je vis tellement au grand air que je ne sais plus comment je pourrais exister dans ma cage à Paris. » Alors, indigne héritière de Rousseau, elle n'aime pas évidemment les jardins à la française. Ça rappelle bien sûr trop l'ordre ancien. Il n'est pas question de suivre le classicisme de l'ancien régime, avec ses jardins disciplinés. Non, George Sand, ce qu'elle aime bien sûr, c'est le jardin naturel, sans artifice, qui est accordé aux plantes locales. Elle dit « Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties.
Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art, ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Ça, c'est dans les lettres d'un voyageur. Donc George Sand, elle réhabilite les herbes communes, les mauvaises herbes, la flore sauvage, et elle fait entrer tout ça dans la littérature. On les trouve dans les contes d'une grand-mère, on y trouve des orties, des ronces, des grands bouillons blancs, des asphodèles. Parce que pour George Sand, évidemment, il n'y a ni mauvaises herbes, ni bonnes herbes, et il n'y a aucune hiérarchie de valeur entre les plantes. Et les plantes sauvages en particulier doivent être protégées pour leur caractère certain et durable. On peut dire que sa vision du jardin naturel est déjà très moderne et prend le contre-pied, bien sûr, des préjugés de l'époque. Donc, je vous ai mis, on en est à la botanique. Alors, en fait, le jardin de Sand n'est pas simplement un jardin d'ornement. Il a des prétentions scientifiques. En effet, elle se passionne pour la botanique. Elle écrit « Berlioz est pour les triples croches. Je suis pour les ligacées. » Elle entreprend un long et patient apprentissage de la botanique. Toute sa vie, elle apprendra les plantes. Elle est influencée en cela par Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, mais aussi par son ami Jules Miró, qui était un naturaliste et un homme de science. Elle est influencée aussi par les conversations qu'elle a eues avec le jeune Ajasson de Grandsagne, son voisin de la Châtre, qui est élève de Cuvier. Elle effectue elle-même d'importantes cueillettes. Elle fait beaucoup de recherches de terrain, notamment en voyage, et elle se fait envoyer des plantes de toute la France, et même d'Amérique. Au fil des années, la palette des plantes s'élargit, et sa quête botanique est de plus en plus étendue. Et en 1851, elle installe un calorifère qui chauffe sa maison. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, elle va chauffer sa serre avec son calorifère. Ce qui fait qu'évidemment, une serre chaude en plein Berry, à cette époque, ce n'est pas vraiment banal. Et elle y cultive du coup des plantes très rares, et elle fait même mûrir des ananas. J'imagine qu'à l'époque, ça devait être assez étonnant. Et George Sand constitue un immense herbier. Elle écrit à son ami Edmond Plochu « Moi, j'ai repris mon herbier de fond en comble. Quel travail! Il y a 8 jours que j'y suis plongée du matin au soir. » Elle entretient aussi des relations régulières avec les scientifiques et les naturalistes de son époque. Elle lit de très nombreux ouvrages. On a retrouvé dans sa bibliothèque longtemps après, parce que sa bibliothèque a été dispersée après sa mort, mais enfin, on a retrouvé un certain nombre d'ouvrages, dont le Guide du botaniste, le Manuel des plantes, l'Histoire de la Terre, tous des ouvrages qui sont à la pointe à l'époque de ce qu'on sait des sciences naturelles. Elle fréquente de nombreux savants, et notamment ceux du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, où elle suit d'ailleurs des cours, et elle noue une relation très personnelle avec Geoffroy Saint-Hilaire, ce que je ne savais pas, je ne me rappelais pas de ce détail. Et d'ailleurs, Geoffroy Saint-Hilaire en aurait bien fait sa muse. Donc en fait, son jardin est à l'image de cette quête enchantée de la botanique entre science et littérature. Donc ça, c'est l'herbier. Il n'y a pas beaucoup de photos de son herbier. Il est resté dans le domaine familial, visiblement, et du coup, il y a très peu d'images. Ça, c'est le jardin de Nohant, bien sûr. Et au fil des années, donc, Sand acquiert une érudition immense. Le paysagiste Gilles Clément lui rend hommage dans son livre Le jardin romantique de George Sand, que je vous ai mis sur la table. Et il a identifié 180 espèces mentionnées par Sand, dont 74 qui ont été minutieusement décrites dans ses correspondances. Cette passion pour la botanique ne s'est jamais tarie. À Flaubert, elle écrit « Je me porte comme un charme, je bois de la botanique ». Et en 1873, 3 ans avant sa mort, elle écrit à sa fille Solange « L'histoire naturelle, voilà un amour qui tient toujours ses promesses. Quand pourrais-je m'y enfoncer tout à fait ?» Donc pour elle, les botanistes jouent le rôle de gardiens de la nature. Il faut encourager les échanges de plantes et les graines entre amateurs passionnés. Les semences sont précieuses.
Elles permettent de conserver et d'étudier la diversité végétale et d'enrichir la connaissance du patrimoine naturel. Mais ce qui n'empêche pas Sand de se montrer prudente, voire critique, face à la domestication et l'acclimatation des plantes. Ça, c'est très... En fait, l'acclimatation des plantes est très en vogue à l'époque. Et ça fait débat, chez les savants comme chez les écrivains. En effet, une idée fait son chemin. La plante serait inséparable de son milieu d'origine et de son environnement naturel. Donc ça, c'est une notion évidemment clé de l'écologie. Et pour Sand, si certaines plantes résistent à la domestication, c'est tant mieux. Elle rappelle à l'homme que le monde du vivant n'est pas le jouet de tous ses caprices. Voilà ce qu'elle dit dans les nouvelles lettres d'un voyageur. Les fleurs de nos serres ont consenti à vivre en captivité pour nous plaire. Nous ne remarquons guère celles qui protestent et dégénèrent. Celles-ci, les indépendantes, qui ne se plient pas à nos exigences, sont celles, justement, qui m'intéressent, et que j'appellerais volontiers les libres, les vrais et dignes enfants de la nature. Leur révolte est encore chose utile à l'homme. Elle le stimule et le force à étudier les propriétés du sol, les influences atmosphériques et toutes les conséquences du milieu où la vie prend certaines formes pour creuser de son activité. Donc pour Sand, les plantes rebelles nous incitent à mieux les observer, à mieux les comprendre. Elles sont dignes de nos plus grands soins et certaines conditions leur sont favorables, d'autres pas. Et comme nous, elles ont parfois le mal du pays et n'arrivent pas à s'acclimater. Alors que dis-je Sand sur les premières manipulations du vivant ? Et oui, au XIXe siècle, l'amélioration de certaines espèces florales s'est beaucoup développée. Et Sand en mesure déjà les risques. Elle écrit « La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu, tous les types primitifs disparaîtront peut-être, comme a disparu le type primitif du blé. » Donc pour elle, assujettir le vivant à l'homme moderne lui semble peu souhaitable. Voici ce qu'elle écrit dans ce passage des nouvelles lettres d'un voyageur. Le goût des fleurs s'est tellement répandu qu'il s'en fait une consommation inouïe, en réponse à une production artificielle énorme. La plante est entrée, comme l'animal, dans l'économie sociale et domestique. Elle s'y est transformée comme lui, elle est devenue monstre ou merveille au gré de nos besoins ou de nos fantaisies. Donc l'artificialisation de la nature lui déplaît. Elle se demande jusqu'où ira la domestication du vivant et son entrée dans la logique industrielle et consumériste. Même la cueillette des fleurs doit trouver sa raison d'être pour elle, sans laquelle elle devient un massacre gratuit et inutile. D'autant plus que tout porte à croire que les plantes souffrent. C'est en tout cas ce qu'elle déclare dans les nouvelles lettres d'un voyageur. Voici ce qu'elle dit. Oui, des massacres. Car qui vous dit que la plante coupée ou brisée ne souffre pas ? C'est une question qui se pose dans la botanique, et sur laquelle, cette fois, nos chers savants ont dit d'excellentes choses. Tout porte à croire à la sensibilité chez les végétaux. Ce que nous voyons, c'est que le végétal saigne et pleure à sa manière. Il se penche, il se flétrit, il prend un ramollissement qui est d'aspect infiniment douloureux. Il devient froid au toucher, comme un cadavre. Son attitude est navrante. Donc, puisque les plantes sont vivantes, sensibles, intelligentes, nous avons donc le devoir de les traiter comme des êtres vivants, à part entière. Et si les plantes avaient une âme ? Pour Sand, qui est influencée par les théories de l'époque, notamment les théories transformistes, les plantes sont des organismes vivants qui s'ingénient à perpétuer la vie, qui évoluent et s'adaptent intelligemment aux conditions qui leur sont faites. Et donc, la question se pose de leur âme. Elle écrit « La véritable vie commence où commence le sentiment de la vie, la distinction du plaisir et de la souffrance. Si la plante cherche avec effort et une merveilleuse apparence de discernement les conditions nécessaires à son existence, et cela est prouvé par tous les faits, nous ne sommes pas autorisés à refuser une âme au végétal. » Autrement dit, Sand, à travers cette formulation assez alambiquée, je vous le concède, pense que les plantes ont une intelligence et même une âme. À partir de ce postulat, nous devons donc les respecter, et respecter en particulier les fleurs qui ont une place particulière dans l'œuvre de George Sand.
Alors Sand, elle a une grande empathie pour le vivant, et pour le vivant, on va dire sous toutes ses formes. Elle écrit « Nul n'est mieux organisé que moi pour jouir de la vie. Je sympathise avec toutes les beautés, toutes les grâces de la nature. Comme toi, j'examine longtemps avec délice l'aile d'un papillon. Comme toi, je m'enivre du parfum d'une fleur. » Et avec Sand, les frontières classiques qui séparent les vivants s'effacent. Dans son journal intime, elle fait part de ce sentiment heureux de se sentir animal, végétal et minéral, et se plonger dans cette sensation. Elle éprouve un sentiment confus de dissolution dans la nature, une expérience panthéiste et quasi mystique qui est difficile à partager. En 1863, elle écrit à son ami Charles Edmond. « Il y a des heures où je m'échappe de moi, où je vis dans une plante, où je me sens herbe, oiseau, signes d'arbres, nuages, eau courante, horizon, couleurs, formes et sensations changeantes, mobiles, indéfinies. » Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce passage me fait penser à Feuilles d'herbe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur américain qui s'appelle Walt Whitman et qui effeuille, on va dire, pendant des pages, des impressions comme ça d'être dissous dans la nature. C'est très beau. Donc on retrouve là le vieux rêve romantique. Le vieux rêve romantique, c'est laisser passer en soi la nature. En fait, pour découvrir la beauté du monde, il faut la porter en soi-même et se fondre dans l'univers. Donc ça, c'est vraiment le romantisme vert, on va dire, de George Sand. Et donc pour Sand, il existe une chaîne ininterrompue des êtres. Dans les contes d'une grand-mère, les papillons, par exemple, ne sont que des fleurs envolées. Et Monsieur le chien a eu des vies antérieures. Il a été poisson, grenouille, papillon et même pierre. Voici ce qu'il dit. « Je ne me rappelle pas mon existence minérale. Pourtant, je l'ai subie comme vous tous. Et il ne faudrait pas croire que la vie inorganique soit tout à fait inerte. Je ne m'étends jamais sur une roche sans ressentir à son contact quelque chose de particulier qui m'affirme les antiques rapports que j'ai dû avoir avec elle. » Et d'ailleurs, son chien est assez philosophe. Il conclut « L'homme désire, l'animal et la plante aspirent, le minéral attend. » Donc on le voit dans ces contes d'une grand-mère et dans beaucoup d'autres écrits de Sand, la hiérarchie entre les êtres vivants est remise en cause, la vision anthropocentrique du monde se fissure, et deux visions sont ainsi critiquées, celle de la religion et de la science moderne, qui transforme les animaux en esclaves ou en machines. Sand rappelle que c'est notre orgueil démesuré qui nous hisse au sommet de la création. Elle écrit « Nous ne sommes ni rois ni esclaves. Nous sommes les membres d'une grande association qui s'appelle Le Monde. Rien de plus, rien de moins. » Alors pour conclure sur le jardin de Nohant, je voudrais dire que le jardin a été pour Sand un espace vraiment privilégié où elle a été particulièrement heureuse. Je pense que le jardin a nourri sa vision de la nature et ses écrits sont traversés par deux énergies qui, de mon point de vue, se renforcent, l'émerveillement et la connaissance vraie de la nature. L'œuvre de Sand va plus loin que l'expression romantique de la nature. Elle est irriguée à la fois par un lyrisme qu'on pourrait dire tout à fait romantique, mais aussi par un naturalisme qui s'appuie sur la science et la botanique et sur une très fine observation des phénomènes naturels. Je pense que c'est ce qui donne plus de force à sa vision de la nature. Et je vous propose d'aller maintenant du jardin de Nohant à la forêt de Fontainebleau. Et moi, jusqu'au Louvre. Alors, Sand avait la passion du jardin, on l'a dit, mais aussi des arbres. Elle était comme son héros dans le roman Le péché de Monsieur Antoine. Elle interdisait les abattages sur son domaine et elle guettait le moindre bruit de cognée. Quand elle va acheter des arbres, elle écrit à son fils « J'ai défendu aux fermiers de les étêter, ce qu'ils allaient faire tout de suite. Il faudra y veiller, ainsi que dans tous les baux que nous ferons. » Donc elle se méfie vraiment de ses jardiniers et encore plus des fermiers qui ont la manie de l'élagage.
Pour elle, c'est un souci constant. Arracher les arbres, pour elle, c'est une violence matérielle, physique, voire mentale, une brisure du temps. Et c'est donc tout naturellement qu'on retrouve une George Sand qui est très sensible aux forêts, et une forêt en particulier, comme nous allons voir. Alors je rappelle qu'au 19e, les forêts couvrent une superficie d'environ 8 millions d'hectares. Aujourd'hui, c'est à peu près 14. Et que donc ce siècle est véritablement un siècle de déboisement, en tout cas la première moitié. Et la forêt d'origine, bien sûr, n'existe plus. Le bois demeure une ressource très importante pour l'industrie et l'agriculture. Et bien sûr, les savants, les philosophes, les écrivains et le public s'alarment de cette situation. Et George Sand, bien sûr, s'alarme aussi de cette situation comme les autres. Et elle regrette aussi que dans les campagnes, c'est le pragmatisme et la vision à court terme qui dominent. Elle écrit « Sous la main du paysan, les grands végétaux disparaissent, les landes perdent leur parfum. Tout est abattu, nivellement, redressement, clôture, alignement, obstacle. Si dans ces cultures tirées au cordeau, qui ont la prétention de s'appeler campagne, vous voyez de temps en temps un massif de beaux arbres, soyez certain qu'il est entouré de murs et que cela est une propriété particulière. » Donc au milieu du 19e, l'inquiétude grandit et l'État lance un grand mouvement de reboisement. Ce phénomène modifiera profondément le paysage de certains territoires, qu'on peut voir encore aujourd'hui, les Landes, la Sologne, la Champagne. Ce sont de nouvelles forêts, donc des forêts artificielles, des forêts industrielles, des forêts de résineux. On sait ce que ça devient aujourd'hui, d'ailleurs. Et ces transformations ne manquent pas de provoquer à l'époque des débats très importants. Pour beaucoup d'artistes et d'écrivains, il est déjà trop tard. Les forêts primitives demeurent à jamais anéanties. On retrouve ce sentiment d'irréversibilité chez George Sand. Elle écrit « La plupart des étendues boisées se sont resserrées. Où trouver maintenant la forêt des Ardennes ? Les forêts qui subsistent sont à l'état de coupe réglée et n'ont point de beauté durable. Les besoins deviennent de plus en plus pressants. L'arbre, à peine dans son âge adulte, est abattu sans respect et sans regret. On replante beaucoup, je le sais, mais on s'y est pris si tard que le mal est peut-être irréparable. » Et Sand va plus loin. Elle anticipe sur l'épuisement des ressources naturelles. Elle met en garde contre le risque d'une déforestation à grande échelle et elle évoque l'Amazonie. Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique ? Mais la forêt vierge va vite aussi et s'épuisera à son tour. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. N'en riez pas. Ceux qui ont étudié la question n'y songent pas sans épouvante. Alors, comme d'autres écrivains, Sand s'élève contre les coupes forestières. Elle est pessimiste évidemment quant à l'avenir des forêts et elle prédit qu'il y aura encore beaucoup de ravages causés pour l'industrie du bois. Mais les raisons de sa protestation sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. Pour George Sand, en effet, la déforestation ne représente pas seulement la disparition d'arbres remarquables. Elle menace en fait l'existence même de la poésie dans un monde démystifié, désenchanté. L'exploitation forestière envoie une inquiétante dépoétisation du monde. La forêt, le territoire de l'oisiveté et du songe artistique. Menacé, c'est tout un pan du rêve littéraire qui s'écroule. Quand les forêts brûlent, les poèmes partent eux aussi en fumée. Et donc, de la santé des forêts dépend celle des poètes. Et Fontainebleau dans tout ça ? Alors Fontainebleau. Revenons quelques années en arrière. En 1804, Étienne Pivert de Senancour, je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain, c'est un jeune écrivain, solitaire, timide. Inspiré par les rêveries de Jean-Jacques, il publie un roman épistolaire, Obermann. Son héros, un philosophe désabusé, trouve refuge dans la forêt de Fontainebleau
et découvre avec émotion les rochers monstrueux et un océan de sable. À sa sortie, le livre est un flop, retentissant. Mais 30 ans plus tard, Sainte-Beuve et Sand font l'éloge du roman. Il est donc réédité en 1832, et là c'est un véritable phénomène de société. Le vieil homme, Senancour, a 63 ans, il n'en revient pas. Même le musicien superstar de l'époque, Franz Liszt, imagine la vallée d'Obermann pour piano. Et quant à la célèbre George Sand, elle emmène son amant Musset, comme on sait, aux gorges de Franchard. Patrick Scheder écrit dans son livre sur George Sand et Théodore Rousseau, Fontainebleau sera au romantique ce qu'est Brocéliande au chevalier de la table ronde, une forêt mythique. Alors il faut dire que les jeunes à l'époque sont perdus. Ils sont en quête de sens, ils sont rebutés par une période très matérialiste, par l'argent roi, les conventions sociales. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Ils exaltent les élans de la nature, de la liberté. À Fontainebleau, les peintres paysagers et animaliers de Barbizon cherchent le contact direct avec un paysage préservé, un lieu d'émotion intacte, loin des miasmes, des cités et des foules, et loin des épidémies aussi, puisqu'on sait qu'à Paris, il y a beaucoup d'épidémies à cette époque. Je parle bien de cette époque. Donc, certains, comme Rousseau, entendent même préserver cette nature, et notamment les vieux chênes séculaires. Et il entame son activisme vert, on peut l'appeler comme ça. Et il s'installe définitivement à Barbizon en 1847. Alors, Rousseau, c'est la mare aux chênes, un de ses tableaux. En 1853, une étape décisive est franchie, avec la création des premières réserves artistiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc en fait, c'est sous la pression d'un groupe d'artistes, et notamment de Théodore Rousseau, que des séries artistiques sont créées pour protéger en fait des parties de la forêt de Fontainebleau. 624 hectares de forêt sont laissés en dehors de tout aménagement. Et en 1861, suite à la pression de ces artistes, renouvelées et sans cesse débattues, elles sont étendues à 1097 hectares. On croit du coup le massif enfin protégé. C'était la première fois en France, et sans doute dans le monde, qu'on avait fait un choix aussi radical en matière d'aménagement de la nature. Ça, c'est Jean-Claude Polton qui le dit dans son étude sur le tourisme et la nature à Fontainebleau. Seulement voilà, en 1872, la forêt de Fontainebleau est menacée à nouveau. Et c'est plutôt ça l'ambiance. C'est un tableau qui est du 19e, et je pense que c'est un tableau qu'on n'aurait pas du tout trouvé un siècle avant. C'est pas du tout un sujet pour un tableau normalement. Et en 1872, alors qu'aux États-Unis, on vient de créer le parc national de Yellowstone, qui a été inspiré d'ailleurs de l'expérience de Fontainebleau, l'ambiance en France est toute différente. Le Second Empire a été balayé par la guerre de 1870 et l'État est très endetté. Il faut vendre du bois pour rembourser la dette. La forêt de Fontainebleau est de nouveau malmenée et l'État décide de très importantes coupes, ce qui révolte évidemment tous les amoureux de cette forêt. Une pétition propose de porter les réserves à 2630 hectares. Ils sont ambitieux, ils ont raison. Et un comité de protection artistique de la forêt est créé. Son président d'honneur, c'est Jean-François Millet, le peintre et ami fidèle de Rousseau. Et c'est un comité qui est composé d'artistes, de peintres, d'écrivains, comme Jules Michelet, comme Barbet d'Aurevilly, et aussi comme Hugo. Et on se rappelle que dans sa lettre de soutien, Victor Hugo a des paroles qui sont entrées dans la postérité, que vous avez peut-être déjà entendues. Il écrit « Un arbre est un édifice, une forêt est une cité, et entre toutes les forêts, la forêt de Fontainebleau est un monument. Ce que les siècles ont construit, les hommes ne doivent pas le détruire. » Alors ce comité,
Il espère recueillir aussi le soutien de la romancière célèbre George Sand pour défendre une proposition de loi qui assimilerait la forêt de Fontainebleau aux monuments nationaux et historiques au profit des touristes et des artistes. C'est dans ce contexte que George Sand rédige une lettre qu'elle envoie au journal Le Temps. Le texte paraît le 13 novembre 1872. Pour l'écrivaine, il s'agit d'approuver tout effort tenté pour la conservation de ce monument naturel, très logiquement classé par les pétitionnaires parmi les monuments nationaux. Le dépecer, le vendre, c'est l'anéantir, et je n'hésite pas à jurer que c'est là un sacrilège. C'est comme ça qu'elle commence sa lettre. Le propos est franc et offensif, et elle souscrit à l'idée d'une forêt monument, ce qui est nouveau. Mais surtout, elle s'empresse d'élargir le débat. Pour elle, en effet, la préservation d'une forêt ne concerne pas seulement les artistes, les esthètes ou encore les touristes. Le sujet dépasse la forêt de Fontainebleau, il concerne le peuple français dans sa totalité. Tout d'abord parce que chacun est concerné par les bienfaits que la nature procure sur la santé physique et mentale. D'ailleurs, elle appelle les savants à démontrer que les forêts séculaires sont un élément essentiel de notre équilibre physique, qu'elles conservent dans leur sanctuaire des principes de vie qu'on ne neutralise pas impunément, et que tous les habitants de la France sont directement intéressés à ne pas laisser dépouiller la France de ses vastes ombrages, réservoirs d'humidité nécessaires à l'air qu'ils respirent et au sol qu'ils exploitent. Ensuite, parce que chacun, riche ou pauvre, peut jouir librement de la beauté de la nature et des émotions qu'elle procure. Et en la matière, les artistes n'ont pas le monopole de la sensibilité. Si la science des forêts est une affaire de spécialistes, ce n'est pas le cas de la poésie et de la beauté, dont chacun peut profiter en forêt. Voici ce qu'elle déclare. Ne rétrécissons pas la question. Tout le monde a son grain d'intelligence et de poésie, et il ne faut pas pour cela une grande éducation de développement spécial. Tout le monde a donc droit à la beauté et à la poésie de nos forêts, de celle-ci particulièrement, qui est une des plus belles choses du monde. Et la détruire serait, dans l'ordre moral, une spoliation, un attentat vraiment sauvage à ce droit de propriété intellectuelle qui fait de celui qui n'a rien que la vue des belles choses l'égal, quelquefois le supérieur, de celui qui les possède. Vous voyez un peu le style de l'époque, quand même assez alambiqué, mais on voit bien où elle veut en venir. Autrement dit, pour elle, la culture universelle est avant tout celle offerte par la nature. Et George Sand souligne aussi le rôle de la nature dans l'élévation spirituelle et morale du genre humain. Pour les enfants comme pour les adultes, pour les riches comme pour les pauvres, la forêt est une initiation au sentiment profond de la vie. La forêt apprend le respect religieux du beau dans la nature. Elle est un temple de silence, de recueillement, de rêverie et de grandeur. Il y a, écrit-elle, une source profonde de jouissance calme et durable, une immersion de l'être dans les sources mystérieuses d'où il est sorti, une notion à la fois pieuse et positive de la vie, dont vos chemins de fer, vos machines, vos navires, vos manufactures, vos théâtres et vos églises ne lui auront pas encore donné une idée nette et vraie. Elle appelle donc l'ensemble de ses concitoyens à se révolter contre l'injustice qui est faite à l'humanité lorsqu'on lui vole des trésors qui appartiennent à tous. La nature est un bien commun inaliénable et toutes les formes de vie sont sacrées, depuis la forêt jusqu'aux nuages. George Sand écrit « La rage de possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre que l'atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront les moyens de l'acheter? Si cela pouvait se faire, voyez-vous d'ici chaque propriétaire balayant dans son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin, ou selon son goût, les parquant chez lui et demandant une loi qui défende à l'homme sans argent de regarder l'or du couchant ou la splendeur fantastique des nuées chassées par la tempête? Donc on voit que Sand, dans ce passage, évoque la privatisation de l'atmosphère et la faculté de modifier artificiellement le climat. Bon, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la géo-ingénierie. Et elle conclut « J'espère que cet heureux temps ne viendra pas.
Mais je crois que la destruction des belles forêts est un rêve non moins monstrueux et qu'on ne doit pas plus retirer les grands arbres du domaine public intellectuel que leurs influences salubres à l'hygiène publique. Ils sont aussi sacrés que les nuages fécondants avec lesquels ils entretiennent des communications incessantes. Ils doivent être protégés et respectés, ne jamais être livrés aux caprices barbares ou aux besoins égoïstes de l'individu. Et au passage, George Sand s'intéresse à l'accélération de nos modes de vie et de nos consommations. Elle dit « Le tumulte de l'existence sociale fait que nous agissons la plupart du temps sans savoir pourquoi, et que nous prenons nos passions et nos appétits pour des besoins réels. Le recueillement est la chose qui manque le plus, et dont tout nous détourne. Donc l'appétit des hommes paraît sans limite, et les vies deviennent elles-mêmes tentaculaires. C'est ce qu'elle prédit dans ce passage. Le domaine de l'homme devient trop étroit pour ces agglomérations. Il faut qu'il l'étende. Il faut que des populations émigrent et cherchent le désert. Tout va encore par ce moyen. La planète est encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants. Mais il y a un grand péril en la demeure. C'est que les appétits de l'homme sont devenus des besoins impérieux que rien n'enchaîne. Et que si ces besoins ne s'imposent pas, dans un temps donné, une certaine limite, il n'y aura plus de proportion entre la demande de l'homme et la production de la planète. Une vision cauchemardesque, une dystopie, que Sand redoute bien sûr, et qui peut prendre sous sa plume une dimension plus grande encore, presque cosmique, comme dans ce passage où elle dit « Qui sait si les sociétés disparues, envahies par le désert, qui sait si notre satellite que l'on dit vide d'habitants et privé d'atmosphère n'ont pas péri par l'imprévoyance des générations et l'épuisement des forces trop surexcitées de la nature ambiante. » Pour George Sand, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Elle introduit la notion de forêt pérenne et de solidarité intergénérationnelle. Les arbres, je la cite, beaux et majestueux, jusque dans leur décrépitude, appartiennent à nos descendants, comme ils ont appartenu à nos ancêtres. Là, je pense qu'un chef amérindien aurait dit à peu près la même chose. Elle exige donc de ce point de vue que ses contemporains aient la loyauté de léguer à leurs enfants un héritage naturel digne de ce nom. Elle écrit « Pendant que, de toutes parts, on bâtit des églises fort laides, ne souffrons pas que les grandes cathédrales de la nature, dont nos ancêtres eurent le sentiment profond en élevant leur temple, soient arrachées à la vénération de nos descendants. Après nous, la fin du monde, c'est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l'homme puisse proférer. » C'est la formule de sa démission d'homme, car c'est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. Ça, c'est dans le journal Le Temps, cet article qu'elle a publié donc, pour la forêt de Fontainebleau. Alors, elle n'est pas très belle, ma photo. En fait, c'était au Petit Palais, à l'exposition sur Rousseau, et je n'ai pas pu voler le journal dans la vitrine. C'était la première fois que je voyais l'article du Temps. Ça m'a fait un peu quelque chose quand même, parce que j'estime que c'est notre premier manifeste écologique. Et voilà, donc c'est pas très joli, mais il existe, je l'ai vu. Alors, laisser verdure, ce seront les derniers mots de Sand. Et la défense de la forêt de Fontainebleau, une de ses dernières actions. Du jardin de Nohant à la forêt de Fontainebleau, c'est la même quête d'un nouveau rapport à la nature, le même désir de réconciliation. Son plaidoyer pour la forêt constitue un texte fondateur. Elle nous lègue d'une certaine manière un premier manifeste écologique. Et ça fait d'elle, entre autres, parce qu'il y aurait tellement à dire sur George Sand et l'écologie, ça fait d'elle en tout cas la première écrivaine écoféministe française. Elle appelle de ses vœux la création d'un jardin planétaire et la protection des forêts, notamment celle de Fontainebleau. Pour elle, il en va de la survie de l'humanité, mais aussi de son ressourcement, de sa créativité et de sa grandeur.
Car pour elle, une civilisation se mesure à sa capacité à vivre en compréhension, en harmonie avec ses semblables et avec la nature. Et elle met en garde, de façon très ferme, les sociétés humaines contre le risque d'un désastre écologique de grande ampleur. Et là, je finis sur cette espèce de vision assez prophétique. Aujourd'hui, rien n'entrave plus les déluges qui pèlent le sol et l'entraînent à la mer, tandis que dans les temps secs, les sources, privées d'ombre, tarissent et que l'aridité se propage. À l'homme sans doute est dévolue la mission d'explorer et d'exploiter, mais l'intelligence lui a été départie pour épargner à propos, prévoir l'avenir et chercher dans la nature même le préservatif de son existence. Les forêts lui avaient été données comme réservoir inépuisable de la fécondité du sol et comme rempart contre les crises atmosphériques. Il a violé tous les sanctuaires. Plus aveugle et plus ignorant que ses ancêtres, il a porté la hache jusqu'au plus épais de la forêt sacrée. En Amérique, il s'acharne avec fureur contre le monde primitif qui lui livre un sol admirablement nourri et préservé depuis les premiers âges de la végétation. L'œuvre de dévastation s'accomplit. Nous aurons du blé, du sucre et du coca. Je ne sais pas si vous connaissiez un petit peu Sand, cette partie, de cette facette de Georges Sand. Certains oui, d'autres non. D'accord. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de lire Georges Sand. Et d'aller à Nohant, qui est un lieu très très beau, vraiment très beau. On y voit le jardin, la maison aussi, qui est restée, qui se reconstituée vraiment voilà, telle qu'elle était, même si elle a, à son époque, comment dire, la maison a beaucoup changé, elle a changé beaucoup de choses. Enfin, il n'y a pas eu une époque fixe, on va dire, ils l'ont laissée comme elle était à la fin, mais disons que Sand avait changé beaucoup de choses toute sa vie, elle a beaucoup changé de pièces, mais bon, en gros, voilà. Et le jardin aussi est intéressant, très intéressant. Et je pense qu'il y aura des choses aussi à Bourges dans le cadre, j'espère, de la capitale culturelle, enfin Bourges sera capitale culturelle, capitale européenne culturelle en 2028. Et ça va venir vite et je pense, j'espère qu'il y aura des choses sur Sand, bien sûr, j'imagine. Mais il me semble que son fils, plein de choses déjà de la visite de la maison de Georges Sand. Oui, bien sûr. Non, je pensais en plus, peut-être pour la... Non, il ne faut pas l'oublier. Non, c'est pour ça que je me dis, il faut guetter, il y aura sûrement plein de choses intéressantes. il me semble qu'avec son fils, Maurice, ils étudiaient les insectes, non? Il n'y a pas... Alors, Ça, on a rappelé qu'il était entomologiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, Et elle c'est ça. l'accompagnait... Il était passionné d'entomologie, Sand aussi, alors je n'ai pas effectivement abordé cette question. Je me rappelle surtout que ça. Oui, alors en fait elle a été dépassée, Sand s'est intéressée à l'entomologie avec son fils, et son fils a largement dépassé sa mère, et il est devenu presque obsessionnel dans le monde de l'entomologie. Et voilà, c'est intéressant aussi, effectivement, son fils avait des marottes comme ça, et notamment l'étude des insectes et les marionnettes aussi. C'est ça. Et il était peintre aussi. Oui. Et oui, il était peintre, oui. Il a été élève de Delacroix. Qui allait à Nohant. Qui était à Nohant, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, c'est plutôt un constat que, avec tout ce qu'on entend dire en ce moment, hein, dans les médias, un peu partout, etc., on a l'impression que ça vient d'arriver, c'est en train d'arriver. Et quand on étudie des textes anciens, on s'aperçoit que les prophètes, moi je vais les appeler comme ça au sens mental, avaient pressenti et pratiquement prévu ce qui nous arrive si on ne change pas de direction. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça très impressionnant. Même chez Hugo, moi je ne savais pas, Hugo a écrit aussi des choses là-dessus. Moi je ne sais plus les phrases exactes,
Ça m'avait... Et nous, à l'école, on ne parlait jamais de ça. Jamais, jamais. Alors que ça allait déjà un siècle. Alors justement, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est exactement l'objet de ma thèse, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les jeunes générations ont l'impression d'être tout seuls avec cette anxiété qui paraît nouvelle, cet enjeu écologique très fort, alors qu'en fait, l'écologie a une histoire. Elle a une histoire et il faut qu'on puisse s'appuyer sur cette histoire pour l'avenir et ne pas laisser justement les générations d'aujourd'hui penser qu'elles sont les premières à vivre ça. En fait, non. Hélas, non. Reste à savoir pourquoi on ne les a pas écoutés. Voilà. Et puis on a assassiné les forêts, enfin, c'est une expression, et on est en train d'assassiner les océans. Et on en parle un peu, hein, mais pas à l'échelle de la catastrophe. Alors, Jules Michelet a parlé de la mer aussi, à l'époque, et donc dans ma thèse, la mer, avec Jules Michelet, à relire, parce que c'est vraiment édifiant. Si vous voulez la lire, c'est vrai que son exposé était splendide. Elle a pointé plein de choses, mais alors sa thèse, oui, je lui ai dit, et je peux le répéter, je lui ai dit qu'avec sa thèse, elle pourrait faire au moins 10 conférences, tellement il a une richesse dans sa thèse. Et Jules Michelet, avec la mer, par exemple, intéressant aussi. Merci Michel, tu fais la pub de ma thèse, j'ai la fait, c'est génial. Pour la lire, c'est H-A-L. Et en fait, Michel avait pensé au droit de la mer. Il avait inventé le droit de la mer. Voilà. Il militait pour le droit de la mer. Et oui. Il n'y a pas que la maraudiade. Non, et quand on visite la maison de Georges Sand à Londres, il ne parle pas trop de cet aspect-là, tout ça. Non. C'est dommage. Non, même pas quand il y a le jardin, du coup. Bah, Il y a le jardin avec la tombe. Ouais, moi j'ai un peu une hypothèse là-dessus. C'est que je pense que Georges Sand a été neutralisé, j'ai envie de dire. Avec cette image de bonne dame de Nohant, assagie dans sa maison bourgeoise. Elle a été, réduite à cette femme, à son libertinage, hein, cette femme facile qui avait plein d'amants, d'ailleurs, d'amants et d'amantes. Et puis, c'est même à se demander d'ailleurs si Chopin et Musset, par exemple, on dit que c'était des amants célèbres, mais ont-ils été célèbres parce qu'ils étaient avec Georges Sand? Moi, je pense que c'est Georges Sand qui les a rendus célèbres, en fait. Parce que serait Chopin sans le séjour qu'elle a passé à Nohant, où il a écrit ses plus beaux morceaux, et que serait Musset sans cette aventure incroyable à Venise? Donc en fait, si on renverse les choses, je pense que Sand a énormément contribué à faire connaître tous ces personnages masculins. Et elle a été, je pense, par le fait d'être dangereuse, c'était quand même une femme très émancipée, et puis qui donnait un exemple incroyable pour l'époque. Et je pense qu'elle a été, disons, gentiment neutralisée, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette série sur France TV, hein, sur Sand, la rebelle. Je trouve que, alors, est-ce que tout est historique? Certainement pas. Mais par contre, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette actrice redonne une énergie à cette femme qui fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'actrice, de ce point de vue-là, je trouve formidable. C'est-à-dire qu'elle nous dépoussière ce personnage quand même, et elle lui redonne une grande force, une grande énergie. Je pense qu'elle devait avoir un sacré caractère, hein, Sandra.
parce que quand on voit tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a entrepris, il fallait quand même avoir sacrément du caractère. Donc je trouve que cette série a au moins ce mérite-là, vraiment. Et puis finalement, il y a beaucoup de choses vraies quand même. Hein. Moi je trouvais que c'était un peu, le trait était forcé quoi, de la rebelle, parce que j'ai lu des choses de sa part, dans l'histoire de ma vie, tout ça, on ne ressent pas ça. Enfin, bien sûr, il y a les cris et tout ça, mais bon, ça attire plus peut-être de monde aussi. Oui. Moi j'ai été un petit peu déçue, mais je comprends l'idée de la faire voir comme une rebelle, peut-être ça va mieux la faire connaître. Et je pense que les écrits de Sand sont marqués par son époque. Oui. Et peut-être que si elle écrivait avec les mots d'aujourd'hui, elle ne les écrirait pas de la même façon non plus. Et ça paraîtrait peut-être plus violent quelque part. Elle a ces formules un peu alambiquées, un peu détournées, très subtiles, qui des fois peut-être font penser que c'est un peu plus édifiant. En fait, George Sand, elle est doucement subversive quoi, dans ses écrits, je trouve. C'est en tout cas mon avis. Ne pas s'en tenir qu'à la maraudière, quoi. Ouais, comme tu as rappelé, elle a beaucoup écrit. Tous les articles qu'elle a pu faire dans les presses. Elle a écrit, et en fait, d'après ce que j'ai compris, elle écrivait la nuit. C'est-à-dire que la journée, elle allait dans le jardin souvent, et la nuit, elle profitait du calme de la nuit pour écrire. Donc, je ne sais pas quand elle dormait. Elle avait un vrai emploi du temps de rockstar, quoi, en fait. Parce que elle vivait la nuit, tout son art se faisait entre le soir et jusqu'à des fois au petit matin, et elle a fait ça quasiment toute sa vie. C'est quand même assez incroyable. Et voilà, c'était aussi, il faut dire que Nohant était aussi une charge. Il fallait gagner beaucoup d'argent pour entretenir cette maison. Et elle entretenait non seulement la maison, mais beaucoup de gens, il faut le dire aussi. Ses enfants, les domestiques, bien sûr. Enfin, elle ne les entretenait pas, elle les faisait vivre, bien sûr. Mais disons qu'elle avait beaucoup de gens à entretenir, entre guillemets. Il fallait gagner beaucoup d'argent. Et donc, elle avait trouvé, pour être indépendante financièrement, cette façon de gagner sa vie en travaillant d'arrache-pied de 8h du soir jusqu'à 6h du matin, quoi. Enfin, et toute sa vie. Jusqu'à la fin, elle travaillait très tard et elle passait beaucoup de temps la journée dehors. Donc, dans ce jardin, au grand air. C'était un emploi du temps très particulier. Chopin, il était malade. C'est ça, c'est Chopin qui était malade. Et donc, elle a beaucoup soutenu. Elle a beaucoup soigné Chopin, qui était un malade chronique. Et d'ailleurs, Musset aussi, à Venise. Oui. Elle a fait garde malade beaucoup par ses amants aussi, il faut le dire. Mais oui, il est mort jeune, il est mort très jeune. Et oui, Sand a eu comme ça des amants un peu souffreteux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Vous savez que Sand, on a eu un aspect de Sand que pour beaucoup on ne connaissait pas, mais vous savez qu'elle était peintre aussi. Non ? Elle a peint des dendrites. Vous savez ce que c'est ça ? Est-ce que j'ai une petite clé? 5 minutes. Si vous avez 5 minutes, je peux vous présenter les dendrites. Alors Michel va nous présenter les dendrites de Sand. Vous posez des questions là. Hein? La belle? C'est un autre aspect de Sand. Tu fais échappe pour sortir du... Voilà. Et maintenant, tu peux accéder à ta clé.
En bas. Pourquoi ça s'appelle En bas la deuxième icône après recherche. En bas, la deuxième icône après recherche. Voilà. Tu descends. Ça dure 5 minutes, hein, c'est tout. Hein. D'accord? Oh, c'est les vacances, non? Double-clic dessus. Double-clic, oui. alors? Ouais, ça serait mieux. Est-ce que je suis en plein écran là? Oui. Oui, ça va aller. Je suis pas en plein écran? Si. Non. Non, attendez, normalement je dois faire ça. Si, tu es en plein écran. Très rapidement. Vous voyez, j'ai écrit de la plume au pinceau, parce que la plume c'était Claire et le pinceau c'est moi. Je m'amuse beaucoup à dessiner et je fais de notables progrès dans l'art des dendrites. Voyez litré. Et j'ai écrit vraiment ce qui était dans le courrier. Voyez litré. Donc je suis allé dans le litré forcément. Dans dendrite, dans le litré, c'est terme de minéralogie. Pierre arborisée. On appelle ces pierres figurées, dendrites, quand elles représentent des arbres, non des dessins qui sont sur ces pierres. Voilà, c'est ça les dendrites. Et donc, j'ai remonté un petit peu plus loin, c'est-à-dire que dans le dictionnaire du moyen français, il y a écrit sorte de pierre. Donc, le mot existait déjà, dendrite, sorte de pierre. Et puis, dans le dictionnaire de l'Académie française, la 9e édition, celle qui est en train de paraître en ce moment, il a écrit donc 16e siècle dendrite au sens 1 et 19e siècle au sens 2, qui est emprunté au grec dendrites, comme on dit, qui concerne les arbres. En minéralogie, on retrouve donc sur certaines roches cristallisation évoquant la figure d'un arbre. Et donc là, j'ai mis une dendrite minérale. Donc là, c'est sur une pierre, on est d'accord, hein. Et puis, en anatomie, c'est le prolongement ramifié d'un neurone, le relié au neurone voisin. Donc tout ça, on le connaît en anatomie. D'accord? Mais il existe aussi, et ça c'est pas précisé dans aucun des dictionnaires, il existe aussi donc des dendrites fractales, donc en mathématiques, ou bien ici, le terme dendrite est aussi employé dans la religion chrétienne orientale. C'est un ermite qui vit dans les arbres. J'ai trouvé cette reproduction de Saint David de Thessalonique, dit Saint David de Dendrite. Voilà, donc ça c'était les définitions. Mais en art, puisque maintenant on va parler d'art, en peinture, la technique de la dendrite consiste à retoucher au pinceau ou à la plume une forme abstraite, vous allez comprendre pourquoi après, obtenue sur une feuille de papier par écrasement de taches d'encre projetées sur un deuxième papier. En fait, moi je les ai faits, mais avec, alors je vous le dis tout de suite, avec une vitre, je mets de la peinture, alors la peinture à l'eau, Georges Sand c'était de l'aquarelle, on peut le faire aussi avec de la gouache, mais c'est, bref, peinture à l'eau, et donc on met des taches, on applique une deuxième plaque de verre dessus, ça étale bien sûr et c'est là que justement elle a notamment donc, été utilisée par Georges Sand, et donc on parlait de son fils Maurice Sand. Cet écrasement, et ça c'est une citation d'elle-même, de Georges Sand, cet écrasement produit des nervures parfois curieuses. Mon imagination aidant, j'y vois des bois, des forêts ou des lacs, et j'accentue les formes vagues produites par le hasard. Et ça donne celle-ci. Alors, elle n'est pas bien belle, celle-ci. Mais je l'ai conservée. Parce que... Georges Sand donc, a appelé sa technique la dendrite ou aquarelle à l'écrasage. Vous avez compris pourquoi. Elle met de la peinture sur une feuille, puis en écraser une autre dessus. Ensuite, elle se laisse guider par son imagination. Voyez une montagne, une rivière, puis elle ajoutait des détails, tels ici, et c'est pour ça que je l'ai conservé, ces deux petites filles, et c'est les deux petites filles qu'elle a eues, qui sont là avec leur chien Fadé, ou les ruines d'un château ou d'un bateau. Donc en fait, elle n'est pas bien, on ne le voit pas bien, mais on va la voir
En tout cas, ceux goûts pour la nature et pour l'imaginaire sont très romantiques. Donc on revient sur ce que tu dis. Et donc voilà, là on voit beaucoup mieux l'écrasement. On voit bien l'écrasement et à partir de ça, son imagination travaillant, elle voit donc un paysage, etc. On est toujours dans la nature. Pas forcément la forêt de Fontainebleau, mais on est dans la nature. Ici aussi. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Elle a rajouté un château derrière. Voilà, une ruine de château. Et puis voilà, j'en ai mis quelques-unes que j'ai trouvées. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, tout à l'heure, on parlait de Nohant. Alors, à Nohant, il n'y en a pas. Hein, d'un Amantinale, il n'y en a pas à Nohant. Par contre, à Gargilès, il y a une maison qui a appartenu, je ne sais plus, à ses amants, je ne sais plus quoi. Monceau, voilà. Voilà, c'est ça. Et bien là, il y en a des dendrites à voir. Et puis à Paris, au musée de la ville romantique, il y en a aussi à voir, des dendrites comme ça. Alors je continue. Voilà, bon, alors bon, j'en ai mis quelques-unes, mais bon, sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc voilà, à partir... Donc voilà, elle n'était pas assez occupée, donc elle faisait ça en plus. Alors ça veut dire, elle se servait de ses petites filles pour faire les écrasements. Et donc à sa mort, une de ses petites filles, je crois, a trouvé sur son bureau des esquisses, on va dire, de dendrites qui n'étaient pas encore... en fait, elle en a toujours fait, non, je dis des bêtises, elle en a fait justement à partir de 1872, donc à partir de l'Arctique, c'est après qu'elle a commencé à faire des dendrites. Ça. Voilà. George Sand n'use du hasard que pour créer des paysages, pour faire de la nature. Voilà. Et donc on fait un petit clin d'œil, alors là, il y en a pour une minute juste, il y a un artiste québécois actuel qui fait aussi des dendrites, mais vous allez voir, c'est complètement différent. Voilà les dendrites, c'est les sculptures de ce Canadien, Michel de Bruin. Voilà, donc on peut voir ça à Montréal. Voilà. Ce sont aussi donc des dendrites. Voilà, et j'ai fini. J'avais dit 5 minutes, j'ai pas dû faire plus. Voilà, et un grand merci à Pierre et un très bel été à tous.